Table. Mettons les pieds dans le plat, Bernard-Henri Lévy. Je vous cite dans Le Point cette semaine. L'opinion qui, enchaînée à ces chaînes d'information, ça c'est nous, bouffe, tête, rumine du virus à longueur de temps dans la seule attente de l'éternel retour du même, c'est-à-dire le reconfinement. On y va tout droit ce soir, Bernard-Henri Lévy. Oui. Mais vous dites que je suis énervé. Non, je suis triste de cette situation, franchement. Je suis triste de voir la légèreté avec laquelle on parle de choses aussi graves. J'entendais tout à l'heure que l'intrusion digitale dans la vie des gens, la légèreté avec laquelle on parle de la fermeture des écoles. Vous trouvez qu'on a été léger ce soir? Enfin, pas ce soir, nous. Non, pas ce soir, nous, mais en général. En général, oui. C'est-à-dire que, la phrase que vous venez de citer, on nous assène tous les soirs et tous les matins le bilan, en effet, des morts, des vivants et des réanimés. Il y a tellement d'autres choses à dire sur cette crise. Il n'y a pas que le sanitaire. Il y a l'étude de la Fondation Jean Jaurès qui parle des suicides d'adolescents et des tentatives de suicide d'enfants. Il y a le désespoir des commerçants et des restaurateurs qui sont aussi des sujets, des femmes et des hommes qui méritent la considération et le respect. Il y a tellement d'autres manières de voir ce moment terrible dans lequel nous sommes, cette crise terrible que nous traversons, que le seul angle médical. Surtout quand on sait que les médecins ne sont pas d'accord entre eux, se contredisent tout le temps sur vos chaînes. Si, attendez. Le président du conseil scientifique nous dit un jour que le reconfinement est urgent, le lendemain que ça n'est pas si certain. On nous dit que on découvre l'existence des variants. Belle découverte. Tous les épidémiologistes et tous les chercheurs qui ont travaillé sur la question savent qu'il y a des variants. On nous dit que ces variants vont échapper au vaccin. On apprend que ce n'est pas exact. Déclaration du président de Moderna et des responsables de Pfizer. Donc, cette espèce de tout sanitaire, d'angle exclusivement médical, à l'exclusion de tout le reste, alors même que les sachants du domaine sont, à juste titre d'ailleurs, eux-mêmes dans l'incertitude et le brouillard. Là, pardon, mais il y a quand même une sorte de consensus auprès notamment des épidémiologistes qui est en train de se former ces derniers jours. En tout cas, la quasi-totalité de ceux qui ont défilé sur ce plateau ces derniers jours nous disent qu'il va falloir prendre une décision lourde, une décision grave de confinement. Donc vous dites qu'il tergiverse. Oui, mais c'est pas... Oui. Alors d'abord, ils tergiversent et ensuite... sauf que là, ils sont plutôt d'accord entre eux. Hein. Ils sont d'accord là, mais deuxième sujet, ça n'est pas à eux de décider quels sont, pour nous tous, pour les citoyens, à la place du Parlement, quels sont les biens essentiels et les biens non essentiels. C'est vrai que c'est un peu énervant d'entendre ça, d'entendre un ministre de la Santé ou des représentants d'une autorité scientifique qui nous disent il y a des biens essentiels et des biens non essentiels, qui font le partage entre les deux. Au nom de quoi? Vous voyez? Donc tout ça pose des problèmes. Je n'ai pas la solution. Je ne sais pas si le confinement... C'était ma question juste après. Que proposez-vous d'autre? Mais on y viendra. Et moi, ce que je propose déjà, c'est qu'on débatte de tout cela et qu'on n'élude pas une partie de la réalité. Regardez, une des choses qui m'a le plus choqué, et ça, c'est vrai que ça m'a un peu énervé, c'est la prise de parole, le coup de sang, l'énervement du ministre de la Santé à l'Assemblée nationale. Quand il a dit à ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui, écoutez, il y a des soignants qui soignent, et pendant ce temps-là, vous agitez des sujets. Ceux qui ne sont pas capables, dit le ministre, de comprendre cette distinction, qu'ils sortent. Vous vous souvenez? Je résume, mais je ne déforme pas. Voilà quelque chose de terriblement choquant. Ce jour-là, le ministre de la Santé en France a outrepassé ses pouvoirs et me semble-t-il, a montré qu'il n'était pas à la hauteur de sa fonction. Vous dites qu'on oublie... Oui. Vous dites, qu'on oublie l'autre bilan du coronavirus. Pêle-mêle donc, l'épidémie de psychose et de burn-out, de déprime et de violence conjugale, l'éducation à distance et l'éducation à la distance, les étudiants rêveurs poignardés dans leur espoir. Et vous ajoutez, que reste-t-il alors du goût de vivre? Vous avez perdu, vous, le goût de vivre? Moi non, mais moi c'est pas le problème. Moi je suis écrivain, je passe ma vie en confinement, c'est-à-dire face à ma feuille de papier ou à mon ordinateur. Mais je rencontre des jeunes gens, des adolescents qui nous disent, on en connaît tous,
je suis en train de perdre un peu de ma jeunesse. Je ne vois pas le visage de mes amis. Je n'ai pas ce rapport tellement vitalisant avec mes maîtres. Donc c'est vrai qu'il y a une espèce, écoutez, on le sait tous, de tristesse qui est en train de s'abattre sur notre pays, dont les jeunes, probablement, sont les premiers à ressentir les effets. On leur interdit de faire la fête. Lorsqu'ils le font à la faveur des fêtes du 1er janvier, du 31 décembre, on les culpabilise, on leur dit qu'ils sont l'agent du diable et les propagateurs du virus. Tout ce débat sur les propagateurs principaux, c'est pas spécialement sur votre plateau, je l'entends tout à l'heure avant d'entrer, mais on entend ça partout. Tout ce discours culpabilisateur, infantilisant, moralisant pour une épidémie gravissime. Mais enfin, elle fait partie, hélas, de la condition humaine mortelle. Il y a là quelque chose qui sème le désarroi et la tristesse. Julie Graziani. Justement, la réalité, c'est que l'opinion publique a évolué. Il y a plusieurs années, la grippe de Hong Kong a tué massivement dans une indifférence quasi généralisée, parce qu'on considérait, comme vous dites, que c'est pas de chance, mais enfin, ça fait partie de la vie. Et le fait est qu'aujourd'hui, l'opinion publique n'accepterait plus ni une saturation des hôpitaux, ni un tri des malades, ni des morts en surnombre, et qu'elle a même sacralisé la santé comme valeur suprême, à l'aune desquelles elle est prête à rabattre de ses prétentions en matière de liberté. Qu'est-ce que le philosophe a à nous dire sur cette évolution, à part la responsabilité des chaînes d'infos, bien entendu? Le philosophe, il a à vous dire deux choses. Que la sacralisation de la santé, c'est bien, mais pour tout le monde, aussi pour les adolescents. Aussi pour les étudiants qui sont privés de leur avenir, aussi pour les jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi et qui sentent l'avenir qui se ferme, eux aussi leur santé mentale. Et la santé, vous savez, enfin, je comprends que les médecins, ils sont fidèles à leur serment d'Hippocrate, ils tiennent un discours simple. Enfin, il appartient aux autres de réfléchir un tout petit peu. La santé, c'est un tout. C'est pas seulement des chiffres, c'est pas des algorithmes, c'est pas des plateaux, c'est pas des chiffres d'infection, c'est pas des rebonds d'épidémie. La santé, c'est quelque chose d'extrêmement global. Alors, ça veut peut-être dire qu'on repère davantage ce qui est plus visible, ce qui est plus quantifiable, et qu'on a perdu le sens du reste parce que c'est plus utile. Eh bien, je pense que il est regrettable que nous soyons plus attentifs, en effet, au quantifiable qu'au qualitatif, à ce qui est visible qu'à ce qui est invisible. La santé mentale des Français, c'est moins visible, en effet, que ce qui se passe dans les services de réanimation, mais ça existe aussi. Et voilà. Bruno Jeudi. Il y a une question qui est posée régulièrement par certains philosophes, certains chercheurs, certains écrivains. C'est la question du confinement ciblé pour les personnes âgées. On sait que Emmanuel Macron l'a plutôt écarté. Est-ce que vous pensez que justement l'auto-confinement peut-être, parce que le confinement des plus anciens de manière obligatoire, ça paraît assez difficile compte tenu de nos règles de droit, est-ce que vous pensez que ça c'est quelque chose qui pourrait être mis en œuvre pour justement que les jeunes sacrifient moins leur liberté? Moi je crois d'abord que les sociétés d'aujourd'hui ont fait un progrès extraordinaire. C'est la première fois dans l'histoire de la modernité qu'on trouve un vaccin aussi vite. Alors, la mariée n'est jamais assez belle, on se plaint, maintenant on se dit qu'il n'y en a pas assez, qu'on a vacciné 1 200 000 personnes, on n'en vaccinera qu'1 million au mois de février. Il y a de l'impatience, forcément. Mais attendez, oui, mais que l'on dise cela aussi, quel progrès par rapport à l'épidémie de 68, 69, où il n'y avait pas de vaccin, l'épidémie de 58, il n'y a pas eu de vaccin du tout, on en aurait eu après 10 ans. Donc, progrès immense, bonne nouvelle. On a des systèmes de réanimation un système hospitalier. On nous a dit au début de l'épidémie qu'il ne tiendrait pas le choc. Grâce aux médecins, grâce aux infirmiers, grâce à l'administration des hôpitaux, il tient le choc. C'est formidable. Donc, ce que je dis déjà, c'est que nous avons à l'âge moderne des atouts extraordinaires et que c'est ça qu'on doit mettre en avant. Et quand on sait qu'il y a 2 manières de guérir de quelque maladie que ce soit. Il y a évidemment les médicaments, et puis il y a aussi ce qu'on appelle bêtement, mais ce que les médecins eux-mêmes, les bons médecins appellent le moral. Donner le moral aux gens. Voilà, faire en sorte qu'on ne soit pas totalement accablé
par la peur, par la panique, par la tristesse, par les mauvaises nouvelles à répétition. Ça aussi, ça fait partie de la thérapie, et de la thérapie collective et de la politique. Mais est-ce que d'une certaine manière, et c'est ce qui transparaît aussi dans votre tribune aujourd'hui et dans votre bloc-notes du Point, est-ce que vous n'êtes pas comme nous tous frustrés parce que coincés? Nous sommes coincés d'une certaine manière à cause de cette épidémie. Et nous sommes coincés avec ce reconfinement qui va arriver, qui va encore plus nous coincer. Coincés, encore une fois d'ailleurs. Coincés parce que pas vraiment d'autres solutions. Vous voyez, vous le disiez tout à l'heure, vous n'avez pas de solution miracle à proposer. Mais il n'y a pas de solution miracle. Ce qu'il faudrait que les responsables aient le courage de nous dire, parce qu'ils le savent, c'est que il n'y a pas... On n'éradique pas une épidémie. On nous parle soit de cette épidémie, soit en termes militaires, on va la faire reculer, soit en termes comme ça, comme si c'était une tumeur, l'épidémie. On va l'extirper, on va l'éradiquer. Ça marche pas comme ça. L'épidémie, c'est de la mort, mais qui infecte la vie, qui s'accroche à elle et qui joue en effet, ça vous le disiez très bien tout à l'heure, un jeu de cache-cache infernal avec le vivant. Voilà. Et on est coincé par définition, bien sûr. C'est une bataille qui est rude, qui est longue, qui n'est pas... Et personne ne va sortir. J'entendais tout à l'heure l'histoire de ce débat, en effet, chez vous encore, je suis arrivé en avance. Les stop ou no Covid. No Covid en Allemagne. No Covid en Allemagne. Mais c'est enfantin. Parce qu'en effet, il peut y avoir no Covid en Allemagne à l'instant où l'Allemagne rouvrira ses frontières, c'est-à-dire où elle décidera de redevenir une société normale, avec des libertés, avec des gens qui... le Covid reviendra, se réinfiltrera, jusqu'à ce que il s'éteigne, comme se sont éteintes les épidémies. Alors, il faut se battre. Il faut soutenir les médecins, il faut les applaudir. On devrait continuer de les applaudir à 20h comme on le faisait il y a quelques mois. Mais arrêtons avec les discours puérils qu'on entend souvent à la tête de l'État sur le thème « on va éradiquer le virus, on va l'expulser de nos sociétés et on va vous trouver la solution miracle ». Ça ne marche pas comme ça. Restez avec nous Bernard-Henri Lévy parce que j'ai encore quelques images à vous montrer ce soir. Voilà le 24 heures sur BFM TV qui arrive. C'est votre replay du soir, votre séance de rattrapage avec toutes les images qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui. Et avec pour commencer un gagnant, celui du Vendée Globe. Yannick Bestaven est arrivé ce matin dans le chenal des Sables d'Olonne. Annie Liardet était présente dans la première édition pour commenter cette arrivée. Elle a vécu cette scène, elle avait participé à la course en 2004 et elle raconte l'émotion que procure le franchissement de la ligne d'arrivée sous les feux d'artifice. De nuit, il était 11h du soir, il faisait un froid, mais de canard. Et il y avait la foule le long du quai. J'étais 11e, donc j'étais pas vainqueur non plus. Mais il y avait la foule le long des quais, il y avait du bruit, il y avait c'est hyper émouvant. Voilà, les feux d'artifice au Sable d'Olonne avec l'arrivée ce soir de Jean Le Cam d'ailleurs, qui avait porté secours à Kevin Escoffier. Depuis le début de la crise sanitaire, on l'a remarqué, les masques sont devenus les nouveaux mégots de cigarettes d'une certaine manière, on en voit un peu partout. Alors des startups se sont lancées sur le marché du masque biodégradable. Un exemple dans Culture Geek, c'était dans le midi 15h. Alors c'est assez étonnant, look assez champêtre je dois dire. Alors c'est pareil, ils sont homologués catégorie 1, donc ça protège, il n'y a pas de problème. Géochambre, c'est une start-up bourguignonne. Et là la particularité c'est quand on jette ce masque, alors le but c'est pas de le jeter dans la rue évidemment, mais je sais pas, dans un pot de fleurs par exemple, eh bien il va se décomposer de manière tout à fait naturelle. Donc on ne fume pas son masque, mais on le laisse se décomposer tranquillement. Je ne sais pas si vous êtes candidat au masque biodégradable, mais j'ai autre chose pour vous ce soir. Comment résumer la communication du gouvernement autour du reconfinement qui arrive? Ce matin, notre éditorialiste Mathieu Croissando a filé la métaphore familiale. Écoutez bien, c'est tout simplement un petit bijou. Rendez-vous compte quand même, ça fait une semaine qu'on nous dit que la situation est grave, mais que le couple exécutif, Emmanuel Macron, Jean Castex, ne viendra pas nous parler tout de suite parce que papa et maman réfléchissent, ils ont une discussion entre adultes. Alors on nous envoie qui? On nous envoie les frères et sœurs, les ministres qui disent « Oh, voilà, on peut rien vous dire, mais vous allez voir ce que vous allez voir ». De temps en temps, il y a le grand-père, Jean-François Delfrécy, qui passe la tête dans la chambre, qui dit « Oh là là, ça va barder, il faut que ça barde ». Et puis rien. Il faut que quelqu'un nous parle, parce que si vous voulez que les enfants cassent tout dans la chambre, vous y prenez pas autrement. C'est bien vu? Je vous en formidable, c'est exactement ça. On a l'impression qu'il va finir par punir au coin, en fait. Oui, il y a un peu de ça. Mais c'est ce qu'on nous dit depuis le début, le relâchement, cette espèce de discours grondeur, comme ça, comme si on était des enfants coupables en permanence. Oui. Il y a un livre de Mathieu Laine qui vient de paraître. L'infantilisation. Qui dit ça très bien.
que cette crise sanitaire a eu pour effet de nous transformer en une espèce de garderie de 60 millions de cancres surveillés par le grand-père Delfrécy et papa Castex et maman On verra bien. Mais j'aimerais mieux qu'on écoute d'ailleurs la ministre de la Culture dans certains cas, ou en tout cas qu'elle ait aussi voix au chapitre. Parce que les comités de défense, dans le bunker anti-atomique de l'Élysée, ou quasiment... Conseil de défense. Oui, Conseil de défense. Pourquoi est-ce qu'on n'écoute pas aussi la ministre de la Culture ? Pourquoi est-ce qu'elle n'en fait pas partie ? Pourquoi est-ce qu'elle ne nous dit pas qu'aller au théâtre et aller au cinéma, ça fait partie aussi de ce qui fait du bien à une nation, à un peuple et à ceux qui les proposent ? On n'est pas prêts pour l'instant. Comment ? Je crains que nous ne soyons pas prêts d'y retourner. Je sais. Je le déplore. Parce que je ne pense pas que ces lieux-là auraient été les lieux de plus grande contamination. Pas plus d'ailleurs que les restaurants. C'est là peut-être qu'on peut reprocher un manque de créativité chez nos gouvernants, parce qu'il y a eu des solutions qui ont été proposées. Un manque de créativité, un manque d'imagination, du doigté, un sens. Mais c'est pas seulement le gouvernement. D'abord, c'est les gouvernements. Oui. Mais les opinions, c'est ça qui me... Pour ça, énervé, non. Attristé, les opinions acquiescent à cela. Cette espèce de... Oui, mais on peut le voir aussi différemment. En finalement. une seconde. Ça peut être aussi une aventure collective. On est tous obsédés par ce thème. On s'y intéresse du matin au soir. C'est une aventure collective. La France a vécu des aventures collectives plus belles que celle-là.